Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur la mort est faux. Imaginez que ce moment final, ce dernier souffle, ce battement de cœur ultime qui s'arrête dans votre poitrine, ne soit pas réellement la fin. Imaginez que la chose la plus précieuse que vous possédez, cette sensation d'être vous, cette conscience qui en ce moment même lit ces mots, qui ressent, qui pense, qui existe, soit quelque chose que l'univers lui-même ne peut pas détruire. C'est une idée terrifiante et merveilleuse à la fois, n'est-ce pas? Nous passons toute notre vie à fuir la mort, à construire des civilisations entières pour tenter de l'oublier, à inventer des religions et des philosophies pour nous consoler face à elle. Mais que se passerait-il si la science, la physique quantique, la neuroscience et la cosmologie commençaient toutes à pointer dans la même direction, vers une conclusion que personne n'osait formuler jusqu'à récemment? Que se passerait-il si votre conscience, cette étincelle intérieure qui fait de vous exactement qui vous êtes, était véritablement indestructible? Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question qui va vous hanter pendant toute la durée de cette exploration. Vous êtes ici, maintenant, conscient, vous existez, mais pendant 13 milliards 800 millions d'années, vous n'existiez pas. L'univers est né, les étoiles se sont formées, des galaxies entières ont tourné sur elles-mêmes. Pendant des milliards d'années, des planètes sont apparues et ont disparu, des espèces ont évolué et se sont éteintes. Et pendant tout ce temps, pendant cette éternité inimaginable, vous n'étiez nulle part. Vous ne ressentiez rien. Il n'y avait pas de vous. Et puis, soudainement, un jour, sans que vous l'ayez demandé, sans que vous l'ayez choisi, la conscience est apparue. Vous êtes apparu. Vous vous êtes réveillé dans un corps, sur une planète, dans un univers, et vous avez commencé à exister. Alors voici ma question. Si la conscience a pu émerger une fois à partir du néant, après une éternité de non-existence, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle ne peut pas le faire à nouveau? Cette question n'est pas philosophique. Ce n'est pas une question religieuse. C'est une question profondément scientifique. Et les réponses que la science commence à formuler sont plus extraordinaires que tout ce que n'importe quelle religion a jamais osé proposer. Laissez-moi vous donner quelques faits avant de plonger dans cette exploration. Premier fait, votre cerveau génère suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ampoule. Il contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant un réseau d'une complexité qui dépasse tout ce que l'humanité a jamais construit. Et pourtant, malgré des décennies de recherche, malgré les scanners les plus avancés, malgré les ordinateurs les plus puissants, personne, absolument personne, ne peut vous dire où exactement dans ce cerveau se trouve votre conscience. Personne ne peut pointer du doigt un neurone et dire « Voilà, c'est ici que naît l'expérience d'être vous ». Deuxième fait, et celui-ci est peut-être le plus important de tous. En physique quantique, l'information ne peut jamais être détruite. C'est une loi fondamentale de l'univers. L'information quantique est conservée toujours, quoi qu'il arrive. Même dans un trou noir, même à la fin de l'univers, l'information persiste. Alors si vous, votre conscience, vos souvenirs, votre personnalité, votre essence, si tout cela est de l'information, et si l'information ne peut pas être détruite, alors que se passe-t-il exactement quand vous mourrez? Où va cette information? Troisième fait, Roger Penrose, prix Nobel de physique, l'un des esprits les plus brillants que l'humanité ait jamais produit,
croit que la conscience est connectée au tissu quantique de l'univers lui-même, pas au cerveau, au tissu même de la réalité. Si cela est vrai, alors la conscience n'est pas quelque chose que le cerveau fabrique. C'est quelque chose qui existe dans la structure fondamentale du cosmos, et le cerveau ne fait que la capter comme une radio capte un signal. Quatrième fait, il existe des patients qui ont été cliniquement morts avec zéro activité cérébrale, un électroencéphalogramme complètement plat, aucun signe de vie dans le cerveau, et qui sont revenus pour décrire avec une précision vérifiable des événements qui se sont produits dans la salle d'opération pendant qu'ils étaient morts. Pas des hallucinations vagues, des descriptions précises de conversations, d'instruments chirurgicaux, de positions de personnes dans la pièce. Comment un cerveau mort peut-il percevoir quoi que ce soit? Comment un cerveau sans activité électrique peut-il créer des souvenirs plus vivides et plus réels que n'importe quel souvenir normal? La réponse évidente est qu'il ne le peut pas, ce qui soulève la possibilité vertigineuse que la conscience continue de percevoir même quand le cerveau s'arrête. Et cinquième fait, celui qui personnellement me donne des frissons à chaque fois que j'y pense. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Pendant toute cette durée, vous n'existiez pas. Puis, vous êtes apparu. Si la non-existence était votre état permanent et naturel, comment se fait-il que vous en soyez sorti? Si le néant était la règle, comment la conscience a-t-elle brisé cette règle? Et si elle l'a brisée une fois, pourquoi ne pourrait-elle pas la briser encore, et encore, et encore, pour l'éternité? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage qui va fondamentalement changer la façon dont vous vous percevez, où nous allons voyager des profondeurs de vos neurones aux confins de l'univers. Nous allons explorer ce que la physique quantique dit réellement sur la conscience. Nous allons examiner les preuves scientifiques de ce qui se passe au moment de la mort. Nous allons plonger dans les théories cosmologiques les plus audacieuses jamais formulées. Et à la fin de ce voyage, vous ne regarderez plus jamais le monde, ni vous-même, de la même façon. Si ce genre d'exploration scientifique profonde vous passionne, si vous aimez aller au-delà des surfaces et plonger dans les mystères les plus fondamentaux de l'existence, alors vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est ce que nous faisons ici à chaque fois avec cette même profondeur et cette même passion. Commençons par la question la plus fondamentale, la question qui a tourmenté les plus grands esprits de l'histoire humaine, la question que la science considère officiellement comme le problème le plus difficile jamais posé. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que c'est exactement que cette chose que vous expérimentez en ce moment? Vous voyez des mots? Vous les comprenez? Vous ressentez peut-être de la curiosité, de l'excitation, du scepticisme. Il y a quelque chose que cela fait d'être vous en ce moment. Il y a une expérience subjective, un monde intérieur, une sensation d'existence. Mais qu'est-ce que c'est? D'où cela vient-il? Comment des atomes qui n'ont aucune conscience, qui ne ressentent rien, qui ne sont que de minuscules paquets d'énergie, comment ces atomes peuvent-ils s'assembler d'une certaine façon et soudainement, miraculeusement, créer l'expérience d'être quelqu'un? En 1995, le philosophe australien David Chalmers a publié un article qui a secoué le monde scientifique. Il a formulé ce qu'il a appelé le problème difficile de la conscience. Le problème difficile,
ce n'est pas de comprendre comment le cerveau traite l'information. Ce n'est pas de comprendre comment les neurones communiquent entre eux. Ce n'est pas de comprendre comment vous pouvez voir, entendre, toucher, écouter. Tout cela, Chalmers l'appelle les problèmes faciles. Non pas qu'ils soient simples, mais parce qu'au moins nous avons une idée de la direction dans laquelle chercher. Le problème difficile, c'est autre chose. Le problème difficile, c'est pourquoi y a-t-il une expérience subjective? Pourquoi ne sommes-nous pas simplement des robots biologiques qui traitent l'information sans rien ressentir? Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être vous? Pensez-y de cette façon. Un robot peut être programmé pour détecter la lumière rouge. Il peut mesurer la longueur d'onde, analyser l'intensité et réagir en conséquence. Mais le robot ne voit pas le rouge. Il ne fait pas l'expérience du rouge. Il n'y a rien que cela fait d'être ce robot quand il détecte la lumière rouge. Maintenant, quand vous regardez une rose rouge, vous ne faites pas que détecter une longueur d'onde. Vous voyez le rouge. Vous faites l'expérience d'une qualité subjective, ce que les philosophes appellent un quale. Cette rougeur dans votre esprit, cette sensation vivide et immédiate de couleur, c'est quelque chose de réel, quelque chose que vous expérimentez. Mais rien dans notre compréhension de la physique ou de la biologie ne peut expliquer pourquoi cette expérience existe. Nous pouvons tracer le chemin de la lumière depuis la rose jusqu'à votre rétine, puis le long du nerf optique jusqu'au cortex visuel. Nous pouvons mesurer chaque signal électrique, chaque libération de neurotransmetteurs, chaque activation neuronale. Mais à aucun moment dans ce processus n'apparaît une explication de pourquoi tout cela s'accompagne d'une expérience consciente. C'est comme si la conscience était un invité mystérieux qui se présente à la fête sans avoir été invité, et personne ne sait comment il est entré. Le cerveau fait son travail, les neurones s'activent, l'information est traitée, et puis, comme par magie, quelque chose de totalement différent apparaît. L'expérience, la subjectivité, le ressenti, le vous. Et voici ce qui rend ce problème si troublant. Nous n'avons même pas le début d'une explication. Ce n'est pas que nous manquons de détails. Ce n'est pas que nous n'avons pas encore trouvé le bon neurone ou la bonne molécule. C'est que nous n'avons aucune idée de comment une explication pourrait même fonctionner. Comment passez-vous d'une description objective de processus physiques à une explication d'une expérience subjective? C'est comme essayer d'expliquer la couleur à quelqu'un qui est aveugle de naissance. Les mots ne suffisent pas. Les concepts ne s'appliquent pas. Il manque quelque chose de fondamental. Regardons maintenant ce que la neuroscience nous dit, et surtout ce qu'elle ne peut pas nous dire. Le cerveau humain est l'objet le plus complexe que nous connaissons dans l'univers. 86 milliards de neurones, chacun avec en moyenne 7000 connexions synaptiques, formant un réseau d'environ 600 000 milliards de synapses. La quantité d'informations traitées à chaque instant est stupéfiante. Et pourtant, malgré des décennies de recherche intensive, malgré les technologies d'imagerie les plus avancées, comme l'IRM fonctionnel et la magnétoencéphalographie, nous n'avons toujours pas trouvé le siège de la conscience. Oh, nous avons trouvé des corrélats neuronaux de la conscience, ce que les scientifiques appellent les NCC. Nous savons que certaines régions du cerveau sont associées à certains types d'expériences conscientes. Le cortex visuel pour la vision, le cortex auditif pour l'audition, le cortex préfrontal pour la pensée abstraite. Mais corrélation n'est pas causation.
Le fait que certaines régions cérébrales s'activent quand vous faites une expérience consciente ne signifie pas que ces régions créent cette expérience. Quand vous allumez votre téléviseur, certains composants électroniques s'activent et une image apparaît. Mais les composants ne créent pas le programme que vous regardez. Le programme vient d'ailleurs. Les composants ne font que le traduire en images visibles. Il y a aussi ce qu'on appelle le problème de la liaison. Votre expérience consciente est unifiée. Quand vous regardez un paysage, vous ne voyez pas séparément les couleurs, les formes, les mouvements et les sons. Vous percevez un tout unifié, une scène cohérente et intégrée. Et pourtant, dans votre cerveau, toutes ces informations sont traitées dans des régions différentes, souvent éloignées les unes des autres. Le mouvement est traité dans une zone, la couleur dans une autre, le son dans une autre encore. Alors comment ces processus séparés deviennent-ils une expérience unique et unifiée? Comment le cerveau lie-t-il tout cela ensemble? Personne ne le sait. C'est le problème de la liaison, et c'est l'un des mystères les plus profonds de la neuroscience. Giulio Tononi, un neuroscientifique de l'Université du Wisconsin, a proposé une théorie audacieuse pour tenter de résoudre ces problèmes. Sa théorie de l'information intégrée, connue sous le sigle EIT, propose que la conscience est identique à l'information intégrée. Tononi a créé une mesure mathématique appelée phi, représentée par la lettre grecque phi, qui quantifie le degré d'information intégrée dans un système. Plus un système intègre d'informations, plus il est conscient. Plus le phi est élevé, plus l'expérience consciente est riche et intense. Et voici ce qui est fascinant. Selon cette théorie, la conscience n'est pas quelque chose qui émerge de la complexité. La conscience est une propriété fondamentale de l'univers, présente partout où il y a de l'information intégrée. Un thermostat a un phi minuscule, presque nul, mais pas exactement nul. Un cerveau humain a un phi astronomiquement élevé. Mais le principe est le même. La conscience n'est pas apparue un jour par magie dans le cerveau humain. Elle est un aspect fondamental de la réalité, présente à des degrés divers dans tout ce qui existe. Si cela est vrai, et de plus en plus de scientifiques prennent cette idée au sérieux, alors la conscience n'est pas un produit du cerveau. Elle est aussi fondamentale que la masse, l'énergie ou la charge électrique. Et si elle est fondamentale, elle ne peut pas être créée à partir de rien, et elle ne peut pas être détruite. Comme l'énergie, elle peut changer de forme, mais elle ne peut pas cesser d'exister. C'est une idée qui devrait vous donner le vertige. Mais avant d'aller plus loin, faisons un voyage dans le temps. Comment l'humanité a-t-elle compris la conscience au fil des millénaires? Dans l'Égypte ancienne, les gens croyaient que la conscience résidait dans le cœur. Le cœur était considéré comme le siège de l'intelligence, de l'émotion et de l'identité. Lors de la momification, les prêtres retiraient soigneusement les organes internes et les plaçaient dans des vases canopes préservés pour l'au-delà. Le cœur était laissé dans le corps, car il était jugé essentiel pour le voyage vers l'éternité. Et le cerveau? Le cerveau était considéré comme inutile. Les prêtres inséraient un crochet dans le nez du défunt, remuaient le cerveau pour le liquéfier, puis le laissaient s'écouler. Ils le jetaient. Le cerveau, cet organe que nous considérons aujourd'hui comme le siège de la conscience, était traité comme un déchet par l'une des civilisations les plus avancées de l'Antiquité. Cela devrait nous rendre humbles. Si les Égyptiens se trompaient si profondément sur la nature de la conscience, qui nous dit que nous ne nous trompons pas aussi? En Grèce antique, Platon proposait une vision dualiste. L'âme était séparée du corps
immortel et éternel. Le corps était une prison temporaire pour l'âme, et la mort était une libération, le moment où l'âme se débarrassait de ses chaînes matérielles pour retourner au monde des formes parfaites. Son élève Aristote avait une vision différente. Pour Aristote, l'âme n'était pas séparée du corps, mais était plutôt la forme du corps, sa fonction, sa finalité. Un œil a pour fonction de voir, un couteau a pour fonction de couper, et un être vivant a pour fonction de vivre, de sentir, de penser. L'âme était cette fonction. Cette vision est plus proche de ce que nous appellerions aujourd'hui le fonctionnalisme, l'idée que la conscience est ce que fait le cerveau, pas quelque chose qui existe indépendamment de lui. Puis vint René Descartes au XVIIe siècle, et avec lui le dualisme cartésien. Descartes prononça sa célèbre phrase « Je pense, donc je suis ». Pour Descartes, le fait même que vous puissiez douter de tout prouve qu'il y a un vous qui doute. La pensée est la preuve ultime de l'existence. Et Descartes croyait que l'esprit et le corps étaient deux substances fondamentalement différentes. Le corps était matière, soumis aux lois de la physique. L'esprit était immatériel, libre, non soumis aux lois physiques. Les deux interagissaient à travers la glande pinéale, un petit organe au centre du cerveau que Descartes considérait comme le point de connexion entre le monde physique et le monde mental. Cette vision a dominé la pensée occidentale pendant des siècles, mais elle posait un problème fondamental que personne n'a jamais résolu. Si l'esprit est immatériel, comment peut-il interagir avec le corps matériel? Comment quelque chose de non physique peut-il faire bouger quelque chose de physique? C'est le problème de l'interaction et il a hanté le dualisme depuis Descartes. La neuroscience moderne a pris une direction très différente. Pendant la majeure partie du XXe siècle, le paradigme dominant était le matérialisme ou physicalisme. La conscience est un produit du cerveau. Point final. Le cerveau est comme un ordinateur très complexe et la conscience est comme un logiciel qui s'exécute sur ce matériel. Quand le matériel s'arrête, le logiciel s'arrête aussi. Quand le cerveau meurt, la conscience cesse d'exister. C'est simple, élégant et pour beaucoup de scientifiques, évidemment vrai. Mais voilà le problème. Plus nous étudions le cerveau, plus cette analogie semble inadéquate. Le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. Les neurones ne sont pas des transistors. Le traitement de l'information dans le cerveau est fondamentalement différent de ce qui se passe dans un ordinateur. Et surtout, aucun ordinateur, aussi puissant soit-il, n'a jamais montré le moindre signe de conscience. Vous pouvez construire un ordinateur qui bat le champion du monde aux échecs, qui traduit des langues, qui compose de la musique, mais il n'y a rien que cela fait d'être cet ordinateur. Il n'y a pas d'expérience intérieure. Il n'y a pas de lumière qui s'allume à l'intérieur, et cela devrait nous troubler profondément. Si la conscience était simplement le résultat d'un traitement d'informations suffisamment complexe, alors nos ordinateurs les plus puissants devraient montrer au moins un début de conscience. Mais ce n'est pas le cas, et c'est ici que quelque chose de fascinant se produit dans l'histoire de la science. Un changement de paradigme est en cours. De plus en plus de scientifiques commencent à remettre en question l'idée que le cerveau produit la conscience. Et ils proposent une alternative radicale. Le cerveau ne produit pas la conscience. Il la filtre. Cette idée n'est pas nouvelle. L'écrivain et penseur Aldous Huxley, célèbre pour Le meilleur des mondes, avait proposé ce qu'il appelait la théorie de la soupape réductrice. Selon Huxley, la fonction du cerveau n'est pas de créer la conscience,
mais de la réduire, de la filtrer, de la restreindre à un flux gérable. La conscience, dans sa forme pure, serait trop vaste, trop immense, trop écrasante pour qu'un organisme biologique puisse fonctionner. Le cerveau agit donc comme un filtre, un réducteur, qui ne laisse passer que la petite fraction de conscience nécessaire à la survie. C'est comme si la conscience était un océan infini et le cerveau était un petit tuyau qui ne laisse passer qu'un mince filet d'eau. L'analogie la plus parlante est celle de la télévision. Votre téléviseur ne crée pas le programme que vous regardez. Le signal existe indépendamment du téléviseur. Le téléviseur ne fait que le recevoir, le décoder et le transformer en images et en sons que vous pouvez percevoir. Si vous détruisez le téléviseur, le programme ne cesse pas d'exister. Le signal continue de se propager dans l'espace. Vous ne pouvez simplement plus le recevoir. Alors imaginez que le cerveau soit comme un téléviseur pour la conscience. Il reçoit le signal de la conscience, il le décode et le transforme en l'expérience que vous vivez en ce moment. Quand le cerveau est endommagé, le signal est perturbé, comme quand votre téléviseur est mal réglé. L'image est brouillée, le son est déformé, mais le signal est toujours là. Et quand le cerveau meurt, quand le téléviseur est définitivement détruit, le signal ne cesse pas d'exister, la conscience ne cesse pas d'exister. Elle perd simplement son récepteur. Ce n'est pas juste de la spéculation. William James, considéré comme le père de la psychologie moderne, soutenait cette idée dès le XIXe siècle. Plus récemment, le docteur Edward Kelly de l'Université de Virginie a dirigé un ouvrage monumental intitulé « Irreducible Mind », dans lequel il rassemble des preuves scientifiques extensives suggérant que la conscience ne peut pas être réduite aux processus cérébraux. Des phénomènes comme les expériences de mort imminente, la lucidité terminale, les souvenirs de vie antérieure vérifiés chez les enfants et d'autres anomalies empiriques, tous ces phénomènes deviennent compréhensibles si le cerveau est un filtre plutôt qu'un générateur de conscience. Mais si le cerveau est un récepteur de conscience, d'où vient le signal? Quelle est la source? Et c'est ici que la physique quantique entre en scène et les choses deviennent véritablement extraordinaires. La physique quantique est la théorie la plus précise et la plus vérifiée de toute l'histoire de la science. Ces prédictions ont été confirmées avec une précision de 12 décimales, ce qui en fait la théorie la plus exacte jamais formulée par l'esprit humain. Elle décrit le comportement de la matière et de l'énergie aux échelles les plus petites, au niveau des atomes et des particules subatomiques. Et elle révèle un monde si étrange, si contraire à notre intuition, si fondamentalement différent du monde que nous percevons au quotidien, qu'elle a choqué et troublé même les physiciens qui l'ont créée. Albert Einstein n'a jamais accepté certaines de ses implications. Niels Bohr a dit que si la mécanique quantique ne vous choque pas, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Richard Feynman, l'un des plus brillants physiciens du XXe siècle, a affirmé que personne ne comprend la mécanique quantique. Et au cœur de cette étrangeté se trouve un mystère qui est directement lié à la conscience, l'effet de l'observateur. Laissez-moi vous raconter l'expérience la plus troublante de toute l'histoire de la physique. C'est l'expérience de la double fente, et elle va vous montrer pourquoi la conscience pourrait être bien plus fondamentale que ce que la plupart des gens imaginent. L'expérience est simple en apparence. Vous avez un mur avec 2 fentes étroites. Derrière le mur, un écran de détection. Vous tirez des particules,
disons des électrons, vers le mur, une à la fois. Si les électrons étaient comme de petites billes, vous vous attendriez à voir 2 bandes sur l'écran, correspondant aux 2 fentes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui apparaît sur l'écran est un motif d'interférence, des bandes alternées de lumière et d'obscurité. C'est le genre de motif que vous obtenez quand des ondes passent à travers 2 fentes et interfèrent entre elles. Cela signifie que l'électron, une particule individuelle, se comporte comme une onde. Il passe par les 2 fentes en même temps, interfère avec lui-même et crée un motif d'interférence. Un seul électron passe par 2 endroits simultanément. Déjà, c'est profondément troublant. Mais voici où les choses deviennent véritablement ahurissantes. Les physiciens se sont demandé: que se passe-t-il si nous regardons? Si nous plaçons un détecteur à l'une des fentes pour observer par quelle fente l'électron passe réellement. Quand ils font cela, tout change. Le motif d'interférence disparaît. L'électron se comporte soudainement comme une particule classique passant par une fente ou l'autre, mais pas les 2. Le simple fait d'observer, de mesurer, de regarder change le comportement de la particule. Quand personne ne regarde, l'électron est une onde de possibilités, existant dans une superposition de tous les états possibles. Quand quelqu'un regarde, l'onde s'effondre et l'électron devient une particule définie avec une position définie. L'observation, la conscience même de regarder, change littéralement la réalité physique. C'est l'interprétation de Copenhague formulée par Niels Bohr et Werner Heisenberg, et c'est l'interprétation standard de la mécanique quantique depuis près d'1 siècle. Selon cette interprétation, avant qu'une observation soit faite, les particules n'existent pas dans un état défini. Elles existent dans une superposition de tous les états possibles, décrite par une fonction d'onde. Et c'est l'acte d'observation qui effondre la fonction d'onde et force la particule à adopter un état défini. Mais qu'est-ce qu'une observation? Qu'est-ce qui compte comme un observateur? Faut-il un être conscient? Un appareil de mesure suffit-il? C'est le problème de la mesure en mécanique quantique, et il touche directement à la question de la conscience. Le physicien Eugene Wigner, prix Nobel, croyait que la conscience était essentielle au processus d'effondrement de la fonction d'onde. Pour Wigner, ce n'est pas n'importe quelle interaction physique qui effondre la fonction d'onde. C'est spécifiquement la conscience. C'est quand un être conscient prend connaissance du résultat d'une mesure que la superposition s'effondre en un résultat défini. Si Wigner avait raison, alors la conscience n'est pas un sous-produit de la physique. Elle est un composant fondamental de la physique. Sans conscience, le monde quantique resterait dans un brouillard de possibilités, sans jamais se cristalliser en réalité concrète. La conscience ne serait pas un accident de l'évolution biologique. Elle serait un ingrédient nécessaire pour que l'univers existe sous une forme définie. John Archibald Wheeler, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, celui qui a inventé le terme « trou noir », est allé encore plus loin. Wheeler a proposé ce qu'il a appelé l'univers participatif. Selon Wheeler, l'univers n'est pas simplement observé par des êtres conscients. Il est créé par eux. Chaque acte d'observation est un acte de participation à la création de la réalité. Les observateurs ne sont pas des spectateurs passifs regardant un univers préexistant. Ils sont des participants actifs dans la construction de cet univers. Et Wheeler a proposé une expérience de pensée qui va vraiment vous troubler, l'expérience du choix retardé.
Imaginez une version de l'expérience de la double fente dans laquelle vous décidez d'observer ou non après que l'électron a déjà passé les fentes. L'électron a déjà fait son choix. Il est déjà passé par une fente ou les deux. Et pourtant, quand vous faites réellement cette expérience, le résultat montre que votre choix d'observer ou non, fait après que l'électron a traversé les fentes, affecte rétroactivement le comportement de l'électron. Si vous choisissez d'observer, l'électron se comporte comme s'il était passé par une seule fente. Si vous choisissez de ne pas observer, il se comporte comme s'il était passé par les deux. Votre décision dans le présent affecte ce qui s'est passé dans le passé. L'observation consciente ne change pas seulement le présent, elle change le passé. C'est comme si la réalité n'était pas fixée tant qu'un observateur conscient ne l'avait pas observée, même rétroactivement. Wheeler a pris cette idée à son extrême logique. Il a proposé que les observations faites aujourd'hui par des êtres conscients contribuent à déterminer les propriétés de l'univers depuis le Big Bang, que le fait que des êtres conscients observent l'univers aujourd'hui a rétroactivement influencé le déroulement de l'univers depuis sa naissance il y a 13 milliards 800 millions d'années. Que l'univers, en un sens, n'a pas vraiment existé de manière définie jusqu'à ce que des observateurs conscients apparaissent pour l'observer. C'est une idée vertigineuse, mais elle est prise très au sérieux par de nombreux physiciens. Maintenant, entrons dans la théorie qui a le plus directement connecté la conscience à la physique quantique, une théorie qui a récemment reçu un soutien expérimental remarquable. C'est la théorie de la réduction objective orchestrée, ou ORC-OR, proposée par le physicien Sir Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff. Cette théorie est probablement la plus importante de notre époque en ce qui concerne la nature de la conscience. Et elle a des implications absolument stupéfiantes pour la question de savoir si la conscience peut être détruite. Roger Penrose est un mathématicien et physicien d'une intelligence presque surhumaine. Il a travaillé avec Stephen Hawking sur les singularités dans les trous noirs. Il a apporté des contributions fondamentales à la relativité générale et à la cosmologie. Et il a reçu le prix Nobel de physique en 2020 pour ses travaux sur les trous noirs. Mais une de ses convictions les plus profondes concerne la conscience. Penrose est convaincu que la conscience implique des processus non calculables. En d'autres termes, ce que fait la conscience ne peut pas être reproduit par un ordinateur, aussi puissant soit-il. Penrose est arrivé à cette conclusion en utilisant le théorème d'incomplétude de Gödel, qui démontre qu'il existe des vérités mathématiques qui ne peuvent pas être prouvées par un algorithme formel. Puisque les mathématiciens humains peuvent comprendre ces vérités, le processus mental impliqué dans cette compréhension ne peut pas être algorithmique. Il ne peut pas être reproduit par un ordinateur. Il doit impliquer quelque chose au-delà du calcul classique. Et qu'est-ce qui, dans la physique, dépasse le calcul classique, la mécanique quantique? Penrose a proposé que la conscience est fondamentalement un phénomène quantique, mais pas un phénomène quantique ordinaire, un phénomène spécifique qu'il appelle la réduction objective. Selon Penrose, quand un système quantique atteint un certain seuil de superposition, la gravité quantique elle-même cause l'effondrement de la fonction d'onde. Pas un observateur, pas un appareil de mesure. La structure même de l'espace-temps. Cet effondrement auto-induit cette réduction objective est, selon Penrose, le moment de conscience.
chaque effondrement est un micro-moment d'expérience consciente. Et ces effondrements se produisent à l'échelle de Planck, l'échelle la plus petite de l'univers, là où l'espace-temps lui-même est granulaire et quantique. Et Stuart Hameroff, anesthésiste et professeur à l'Université de l'Arizona, a apporté la pièce manquante du puzzle. Hameroff a étudié en détail des structures à l'intérieur des cellules appelées microtubules. Les microtubules sont de minuscules cylindres creux qui forment le squelette interne de toutes les cellules, y compris les neurones. Ils sont composés de protéines appelées tubulines, qui peuvent exister dans deux configurations différentes, une sorte de commutateur moléculaire. Hameroff a découvert que ces tubulines pourraient fonctionner comme des bits quantiques, des qubits, capables d'exister en superposition de deux états simultanément. Les microtubules dans les neurones pourraient être des processeurs quantiques biologiques. Penrose et Hameroff ont combiné leurs idées pour formuler la théorie OR, Orchestrated Objective Reduction, orchestrée parce que les processus quantiques dans les microtubules sont orchestrés par les connexions neuronales et l'activité biologique du cerveau. Réduction objective parce que l'effondrement de la fonction d'onde est causé par la gravité quantique au niveau de l'espace-temps lui-même. Selon cette théorie, la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules des neurones du cerveau. Ces processus sont connectés à la géométrie fondamentale de l'espace-temps à l'échelle de Planck. La conscience n'est donc pas produite par le cerveau au sens classique. Elle est une propriété de la structure fondamentale de l'univers, et le cerveau est le système qui accède à cette propriété et l'organise en expérience cohérente. Et voici l'implication la plus extraordinaire de cette théorie. Si la conscience existe au niveau de la géométrie de l'espace-temps, à l'échelle de Planck, alors elle est aussi fondamentale que l'espace et le temps eux-mêmes. Elle ne peut pas être détruite tant que l'espace-temps existe. Quand le cerveau meurt, les processus quantiques dans les microtubules cessent d'être orchestrés biologiquement. Mais l'information quantique, la conscience elle-même, ne disparaît pas. Elle se dissipe dans l'univers, elle retourne à la structure fondamentale de l'espace-temps dont elle fait partie. Hameroff lui-même a décrit cela en disant que quand le corps meurt, la conscience, ou plutôt l'information quantique qui constitue la conscience, n'est pas détruite. Elle retourne au cosmos. Pendant des années, la théorie OR a été considérée avec scepticisme par une grande partie de la communauté scientifique. Beaucoup d'experts croyaient que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop désordonné pour que des processus quantiques cohérents puissent s'y maintenir. La décohérence quantique, pensait-on, détruirait toute superposition quantique dans le cerveau en une fraction de seconde. Mais en 2022, une série d'expériences remarquables a changé la donne. Des chercheurs ont démontré que des vibrations quantiques existent bel et bien dans les microtubules cérébraux. D'autres études ont montré que des processus quantiques cohérents peuvent persister dans des systèmes biologiques à température ambiante bien plus longtemps que ce qu'on pensait possible. Le domaine de la biologie quantique a explosé, révélant que la photosynthèse, la navigation des oiseaux migrateurs et peut-être même l'odorat reposent sur des mécanismes quantiques. La vie elle-même exploite la mécanique quantique. L'idée que le cerveau pourrait faire de même n'est plus fantaisiste. Elle est de plus en plus plausible. Maintenant, prenons du recul et réfléchissons à ce que tout cela signifie.
Si la théorie Orcoer est correcte, même partiellement, alors la conscience n'est pas un épiphénomène, un sous-produit accidentel de l'évolution biologique. Elle est tissée dans le tissu même de la réalité. Elle est aussi fondamentale que la gravité, l'électromagnétisme ou la force nucléaire. Elle existe à l'échelle la plus profonde de l'univers, dans la géométrie même de l'espace-temps. Et une chose qui est aussi fondamentale que l'espace-temps ne peut pas simplement cesser d'exister quand un arrangement particulier de matière biologique se désintègre. Mais la physique quantique a encore une autre carte à jouer dans cette discussion, et c'est peut-être la plus puissante de toutes. C'est la loi de conservation de l'information quantique. En physique classique, l'information peut être détruite. Vous pouvez brûler un livre, effacer un disque dur, détruire un fichier. L'information semble disparaître. Mais en physique quantique, c'est fondamentalement impossible. L'information quantique est toujours conservée. Toujours. C'est un principe aussi fondamental que la conservation de l'énergie. L'information ne peut pas être créée à partir de rien, et elle ne peut pas être détruite en rien. Elle peut être transformée, dispersée, rendue pratiquement inaccessible, mais elle ne peut jamais être anéantie. Cette idée a été au centre de l'un des plus grands débats de l'histoire de la physique moderne, le paradoxe de l'information du trou noir. Un trou noir est l'objet le plus destructeur de l'univers. Il absorbe tout ce qui franchit son horizon des événements, lumière comprise, et comprime tout en une singularité de densité infinie. Si quoi que ce soit pouvait détruire l'information, ce serait un trou noir. Et c'est exactement ce que Stephen Hawking a proposé en 1975. Hawking a montré que les trous noirs émettent un rayonnement, connu aujourd'hui sous le nom de rayonnement de Hawking, et qu'ils finissent par s'évaporer complètement. Et selon les calculs de Hawking, quand un trou noir s'évapore, toute l'information qu'il contenait est perdue à jamais. L'information est détruite. Cela a provoqué une crise dans la physique théorique, parce que cela violait un principe fondamental de la mécanique quantique, l'unitarité, le principe selon lequel l'information quantique est toujours conservée. Leonard Susskind, un autre physicien brillant de l'université de Stanford, a engagé un combat intellectuel de plusieurs décennies contre Hawking sur cette question. Susskind soutenait que l'information ne pouvait pas être perdue, même dans un trou noir. Et en 2004, après des années de débat, Hawking a concédé. Il a accepté qu'il avait eu tort. L'information n'est pas détruite dans un trou noir. Elle est d'une certaine manière préservée et finalement retournée à l'univers. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'objet le plus destructeur de l'univers, un trou noir, avec sa gravité si intense que même la lumière ne peut pas s'en échapper, ne peut pas détruire l'information. L'information survit même à la destruction la plus absolue que l'univers peut infliger. Alors si votre conscience est de l'information, et elle l'est nécessairement d'une manière ou d'une autre, alors même un trou noir ne peut pas la détruire. Comment la simple cessation de l'activité biologique d'un cerveau pourrait-elle accomplir ce qu'un trou noir ne peut pas faire? Cette idée est renforcée par le principe holographique, l'une des découvertes les plus profondes de la physique théorique récente. Le principe holographique, proposé par Gerhard Hooft et développé par Susskind, suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être décrite par l'information sur la frontière de ce volume. C'est comme si l'univers entier était un hologramme, une projection tridimensionnelle d'informations encodées
sur une surface bidimensionnelle. Et cette information sur la frontière est permanente et indestructible si la conscience est de l'information. Et si l'information est holographiquement encodée sur la frontière de l'univers, alors la conscience est littéralement gravée dans la structure même du cosmos. Elle ne peut pas être effacée, elle ne peut pas être détruite, elle est permanente. La physique quantique nous offre encore un autre phénomène qui a des implications directes pour la conscience: l'intrication quantique. L'intrication est peut-être le phénomène le plus étrange et le plus merveilleux de toute la physique. Quand deux particules sont intriquées, elles sont connectées d'une manière qui défie toute logique classique. Mesurer l'état d'une particule détermine instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Pas à la vitesse de la lumière. Instantanément. Même si les deux particules sont aux extrémités opposées de l'univers. Einstein appelait cela l'action fantomatique à distance et refusait d'y croire. Mais des décennies d'expérience ont confirmé que l'intrication quantique est réelle. Les particules intriquées sont connectées d'une manière non locale, qui transcende l'espace et le temps ordinaire. La question naturelle est: la conscience pourrait-elle être non locale de la même manière? Si la conscience est un phénomène quantique, comme le suggère la théorie OR, alors elle pourrait être intriquée avec d'autres systèmes quantiques dans l'univers. Votre conscience pourrait être connectée au tissu même de la réalité d'une manière non locale, transcendant les limites de votre cerveau et de votre corps. Dean Radin, chercheur au Institute of Noetic Science, a mené des expériences qui suggèrent que la conscience humaine peut influencer des systèmes quantiques à distance. Ces résultats, bien que controversés, montrent des effets statistiquement significatifs qui sont difficiles à expliquer si la conscience est confinée à l'intérieur du crâne. Le Global Consciousness Project, mené depuis l'Université de Princeton, offre un autre indice fascinant. Ce projet utilise un réseau mondial de générateurs de nombres aléatoires, des dispositifs qui produisent des séquences parfaitement aléatoires de 1 et de 0. En théorie, ces générateurs devraient toujours produire des résultats parfaitement aléatoires, non corrélés entre eux. Mais le projet a montré que lors de grands événements mondiaux qui captent l'attention collective de millions de personnes, les attentats du 11 septembre, les tsunamis, les élections présidentielles, les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques, ces générateurs commencent à montrer des corrélations statistiquement significatives. Comme si la conscience collective de millions d'esprits humains, tous focalisés sur le même événement, influençait le tissu même de la réalité quantique. Comme si la conscience n'était pas confinée dans des cerveaux individuels, mais était une propriété non locale de l'univers lui-même, capable d'exercer une influence à l'échelle mondiale. Toutes ces découvertes et ces théories pointent dans la même direction. La conscience n'est pas ce que nous pensions qu'elle était. Elle n'est pas un simple sous-produit de l'activité neuronale. Elle est quelque chose de bien plus profond, de bien plus fondamental, de bien plus indestructible. Et si vous trouvez tout cela aussi fascinant que moi, alors laissez un commentaire maintenant et dites-moi ce que vous en pensez. Croyez-vous que la conscience survit à la mort? Je lis chaque commentaire et j'adorerais connaître votre perspective. Parce que nous sommes sur le point d'aller encore plus profondément dans le territoire le plus troublant de tous. Que se passe-t-il réellement au moment de la mort? La mort. Le mot lui-même porte un poids presque insupportable. Depuis que les premiers humains ont vu un membre de leur tribu cesser de respirer
et devenir immobile, la mort a été le mystère central de l'existence humaine. Chaque civilisation, chaque culture, chaque religion a été en partie une tentative de répondre à la question « Que se passe-t-il quand nous mourons ?» Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que même la définition médicale de la mort est bien plus compliquée et controversée qu'on ne le pense. En fait, notre compréhension médicale de la mort est en train d'être fondamentalement remise en question par les découvertes scientifiques récentes. Commençons par un fait qui va peut-être vous surprendre. La mort n'est pas un moment, c'est un processus. Quand votre cœur s'arrête, vous êtes en arrêt cardiaque. Mais vos cellules cérébrales ne meurent pas instantanément. Elles commencent à mourir, mais ce processus prend du temps. Certains neurones peuvent survivre pendant des heures après que le cœur a cessé de battre. Quand votre activité cérébrale cesse, comme mesuré par un électroencéphalogramme, vous êtes cliniquement en mort cérébrale. Mais même alors, au niveau cellulaire, la mort se poursuit progressivement. Différentes cellules meurent à différents rythmes. Les cellules de la peau peuvent survivre pendant des jours après la mort. Même des gènes continuent de s'activer pendant des heures, voire des jours, après ce que nous appelons la mort. Alors, quand exactement êtes-vous mort? Quand le cœur s'arrête, quand le cerveau s'arrête, quand la dernière cellule meurt, il n'y a pas de réponse claire. La mort est un continuum, pas un interrupteur on/off. Et c'est cette zone grise, cette fenêtre entre la vie et la mort définitive, qui a révélé les phénomènes les plus extraordinaires et les plus difficiles à expliquer de toute la médecine moderne. Le docteur Sam Parnia est un médecin et chercheur à l'Université de New York qui a consacré sa carrière à l'étude scientifique de la mort. Il dirige l'étude AWARE pour Awareness During Resuscitation, la plus grande étude scientifique jamais menée sur la conscience pendant l'arrêt cardiaque. L'étude a impliqué des centaines de patients dans des hôpitaux à travers le monde, des patients qui ont subi un arrêt cardiaque, qui ont été cliniquement morts et qui ont été ressuscités. Et les résultats sont extraordinaires. Dans l'étude AWARE, des cibles visuelles ont été placées sur des étagères en hauteur dans les salles de réanimation, visibles uniquement depuis le plafond. L'idée était simple. Si des patients rapportent des expériences de sortie de corps pendant l'arrêt cardiaque, s'ils disent avoir flotté au-dessus de leur corps et observé la scène d'en haut, alors ils devraient pouvoir décrire ces cibles. Et certains patients l'ont fait. Un cas en particulier a retenu l'attention du monde entier. Un homme de 57 ans a subi un arrêt cardiaque. Son cœur s'est arrêté. Son cerveau a cessé de fonctionner, comme confirmé par l'électroencéphalogramme plat. Il était cliniquement mort. Et pourtant, quand il a été ressuscité, il a décrit avec une précision stupéfiante des événements qui s'étaient produits pendant qu'il était mort. Il a décrit les actions spécifiques du personnel médical, les instruments utilisés, les conversations qui avaient eu lieu. Et tout a été vérifié et confirmé comme exact. Comment est-ce possible? Comment un cerveau sans aucune activité électrique peut-il percevoir, traiter et mémoriser des informations? Comment un cerveau mort peut-il être conscient? La réponse évidente de la neuroscience matérialiste est « il ne le peut pas ». Et pourtant, les preuves sont là. Le docteur Parnia lui-même a déclaré que ces résultats suggèrent que la conscience peut continuer pendant une période
où le cerveau a cessé de fonctionner. Mais l'étude AWARE n'est que la pointe de l'iceberg. Les expériences de mort imminente, ou EMI, ont été rapportées par des millions de personnes à travers le monde, dans toutes les cultures, toutes les religions, tous les milieux socio-économiques. Et ce qui est remarquable, c'est la cohérence de ces expériences. Les personnes qui reviennent d'un arrêt cardiaque, qui reviennent de la mort clinique, décrivent des expériences remarquablement similaires, quelle que soit leur culture, leur religion ou leurs croyances antérieures. Elles décrivent un sentiment de paix profonde et de sérénité. Elles décrivent la sensation de quitter leur corps et de flotter au-dessus de la scène. Elles décrivent un tunnel ou un passage menant à une lumière d'une intensité indescriptible. Elles décrivent des rencontres avec des proches décédés. Elles décrivent un être de lumière rayonnant d'amour inconditionnel. Elles décrivent une revue de vie panoramique dans laquelle elles revivent chaque moment de leur existence, non pas de leur propre point de vue, mais du point de vue des personnes qu'elles ont affectées. Elles ressentent la joie qu'elles ont causée et la souffrance qu'elles ont infligée, comme si elles étaient les autres. Le cas de Pam Reynolds est peut-être le plus célèbre et le plus difficile à expliquer de tous les cas d'EMI documentés. En 1991, Pam Reynolds, une musicienne américaine de 35 ans, a subi une opération chirurgicale extrême pour un anévrisme géant à la base du cerveau. La procédure, appelée arrêt cardiaque hypothermique, est l'une des interventions les plus radicales de la médecine moderne. La température du corps de Pam a été abaissée à 15 degrés Celsius. Son cœur a été arrêté. Tout le sang a été drainé de son cerveau. Son cerveau était, par toute mesure médicale connue, complètement et totalement éteint. Pas simplement inactif. Éteint. Sans sang, sans oxygène, sans activité électrique d'aucune sorte. De plus, ses oreilles étaient bloquées par des écouteurs émettant des clics à haute fréquence pour surveiller le tronc cérébral, et ses yeux étaient recouverts et scellés. Et pourtant, quand Pam Reynolds s'est réveillée après l'opération, elle a rapporté une expérience de mort imminente extraordinairement détaillée. Elle a décrit avoir observé l'opération d'un point de vue au-dessus de son corps. Elle a décrit l'instrument chirurgical utilisé pour ouvrir son crâne, un instrument qu'elle n'avait jamais vu auparavant, avec une précision surprenante, le comparant à une brosse à dents électrique. Elle a décrit les conversations entre les chirurgiens. Elle a rapporté un moment précis où une chirurgienne a fait remarquer que les vaisseaux sanguins de son aine étaient trop petits et qu'il faudrait utiliser l'autre côté. Tous ces détails ont été vérifiés et confirmés comme exacts par l'équipe chirurgicale. Comment une femme dont le cerveau était complètement vidé de sang, sans aucune activité neuronale possible, dont les yeux étaient scellés et les oreilles bloquées, a-t-elle pu percevoir et mémoriser des événements se produisant dans la salle d'opération? La réponse de la neuroscience matérialiste est « ce n'est pas possible ». Mais c'est arrivé. Et ce cas n'est pas isolé. Le docteur Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, a publié en 2001 dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus prestigieuses au monde, une étude prospective sur les expériences de mort imminente chez les patients en arrêt cardiaque. C'est le mot « prospective » qui est crucial ici. La plupart des études sur les EMI sont rétrospectives. Les chercheurs interrogent des personnes qui rapportent avoir eu une EMI des mois ou des années après l'événement. Cela pose des problèmes de fiabilité, de mémoire déformée
de reconstruction après coup. L'étude de Van Lommel était différente. Il a suivi systématiquement tous les patients admis pour arrêt cardiaque dans 10 hôpitaux néerlandais sur une période de plusieurs années. 344 patients qui ont été ressuscités avec succès ont été interviewés dans les jours suivant leur arrêt cardiaque. Les résultats ont été remarquables. 18% des patients ont rapporté une expérience de mort imminente. Et parmi les éléments les plus troublants de l'étude, certains patients ont rapporté des perceptions véridiques, des observations vérifiables d'événements qui se sont produits pendant qu'ils étaient cliniquement morts. Un patient a pu décrire exactement où une infirmière avait rangé son dentier pendant la réanimation, quelque chose qu'il n'aurait pas pu savoir par des moyens normaux puisqu'il était inconscient et en arrêt cardiaque à ce moment-là. Van Lommel a également fait une observation importante. Les facteurs physiologiques classiquement invoqués pour expliquer les EMI, comme le manque d'oxygène, les médicaments ou la peur, ne corrélètent pas avec l'occurrence des EMI. Des patients avec des niveaux d'oxygène plus bas n'étaient pas plus susceptibles d'avoir une EMI. Les médicaments n'avaient pas d'effet. La peur n'était pas un facteur. Les explications matérialistes standards ne tenaient tout simplement pas la route. Examinons justement ces explications matérialistes, parce qu'il est important d'être intellectuellement honnête et de considérer toutes les possibilités. L'explication la plus couramment avancée pour les EMI est l'anoxie cérébrale, c'est-à-dire le manque d'oxygène dans le cerveau. Quand le cœur s'arrête, le cerveau est privé d'oxygène et on pourrait penser que cela produit des hallucinations. Mais cette explication pose plusieurs problèmes sérieux. Premièrement, l'anoxie cérébrale produit typiquement de la confusion, de l'agitation et des souvenirs fragmentés et chaotiques. Les TMI, en revanche, sont caractérisés par une clarté mentale extraordinaire, une lucidité accrue, des souvenirs vivides et cohérents. Beaucoup de personnes qui ont vécu une EMI disent que l'expérience était plus réelle que la réalité quotidienne, pas moins réelle. C'est le contraire exact de ce que produit l'anoxie. Deuxièmement, l'étude de Van Lommel a montré que les patients avec les niveaux d'oxygène les plus bas n'étaient pas plus susceptibles de rapporter une EMI. Si l'anoxie était la cause, on s'attendrait au contraire. Une autre explication courante est la libération de DMT, la diméthyltryptamine, une molécule psychédélique produite naturellement par le cerveau. Certains ont proposé que le cerveau mourant libère une grande quantité de DMT, provoquant des visions intenses. Mais cette hypothèse pose aussi des problèmes. Premièrement, il n'a jamais été démontré que le cerveau humain produit suffisamment de DMT pour provoquer des effets psychédéliques. Les quantités trouvées dans le cerveau sont minuscules. Deuxièmement, même si le DMT était libéré, cela ne résoudrait pas le problème fondamental. Comment un cerveau sans activité électrique peut-il traiter quoi que ce soit, DMT ou pas? Vous pouvez remplir un ordinateur éteint de toute l'électricité que vous voulez. Il ne s'allumera pas si les circuits sont détruits. Un cerveau sans activité est un cerveau éteint. Le DMT ne peut rien faire dans un cerveau qui ne fonctionne pas. D'autres ont proposé que les EMI sont des constructions culturelles, des hallucinations façonnées par les attentes religieuses et culturelles du mourant. Mais cela n'explique pas pourquoi des enfants trop jeunes pour avoir des attentes culturelles sur la mort rapportent des EMI similaires
à celle des adultes. Cela n'explique pas pourquoi des athées convaincus rapportent les mêmes types d'expériences que des croyants dévots. Cela n'explique pas pourquoi les éléments centraux des EMI sont remarquablement cohérents à travers des cultures très différentes. Et surtout, cela n'explique pas les perceptions véridiques, les observations vérifiées d'événements réels que les patients n'auraient-ils pas pu connaître par des moyens normaux. Le problème des perceptions véridiques est le talon d'Achille de toutes les explications matérialistes des EMI. Si les EMI étaient de simples hallucinations produites par un cerveau mourant, elles ne devraient pas contenir d'informations vérifiables sur le monde réel. Les hallucinations ne fournissent pas d'informations exactes sur la réalité externe. Elles sont, par définition, des perceptions qui ne correspondent pas à la réalité. Mais les EMI contiennent régulièrement des informations exactes et vérifiées. Des patients rapportent des conversations spécifiques entre des médecins, des détails techniques sur des procédures chirurgicales, la présence de personnes spécifiques dans des salles adjacentes, des événements se produisant dans d'autres parties de l'hôpital. Et ces rapports sont vérifiés comme exacts. Cela ne devrait tout simplement pas être possible si la conscience est entièrement confinée dans le cerveau et cesse de fonctionner quand le cerveau s'arrête. Il existe un autre phénomène, moins connu que les EMI, mais peut-être encore plus troublant pour la vision matérialiste de la conscience: la lucidité terminale. La lucidité terminale est un phénomène dans lequel des patients atteints de maladies cérébrales graves, comme la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, deviennent soudainement et inexplicablement lucides peu avant leur mort. Des patients qui n'ont pas reconnu leurs proches depuis des années, qui n'ont pas prononcé un mot cohérent depuis des mois, qui ont perdu toute capacité cognitive apparente, se réveillent soudainement et ont des conversations claires, cohérentes et significatives avec leur famille. Ils reconnaissent tout le monde. Ils se souviennent de tout. Ils sont pleinement eux-mêmes, comme s'ils n'avaient jamais été malades. Puis, quelques heures ou quelques jours plus tard, ils meurent. Ce phénomène a été documenté depuis plus de 250 ans, mais ce n'est que récemment qu'il a commencé à recevoir l'attention scientifique qu'il mérite. Les National Institutes of Health aux États-Unis financent désormais des recherches sur la lucidité terminale. Et voici pourquoi ce phénomène est si dévastateur pour la vision matérialiste de la conscience. Si la conscience est entièrement produite par le cerveau, si elle est le résultat direct de l'activité neuronale, alors un cerveau détruit par la maladie d'Alzheimer ne devrait pas pouvoir produire une conscience claire et lucide. La maladie d'Alzheimer détruit physiquement le cerveau. Les neurones meurent. Les connexions synaptiques sont détruites. Des plaques amyloïdes et des enchevêtrements de protéines tau envahissent le tissu cérébral. Le cerveau d'un patient Alzheimer avancé est physiquement, structurellement, irréversiblement endommagé. Et pourtant, ces patients deviennent parfois parfaitement lucides juste avant la mort. Le matériel est détruit, mais le logiciel fonctionne parfaitement. Comment? La seule explication qui a du sens dans le cadre de la théorie du filtre est que le cerveau endommagé par Alzheimer est comme un téléviseur endommagé. L'image est brouillée, le son est déformé et il semble que le programme soit détruit. Mais juste avant que le téléviseur ne s'éteigne définitivement, le filtre se relâche. Le signal passe à nouveau, brièvement, mais clairement. La conscience, qui n'a jamais été produite par le cerveau, mais seulement filtrée par lui, se manifeste à nouveau dans toute sa clarté
quand le filtre défaillant cesse de fonctionner. La lucidité terminale est peut-être la preuve la plus directe que la conscience n'est pas produite par le cerveau. Il existe encore d'autres phénomènes troublants liés au moment de la mort. Les visions au seuil de la mort sont rapportées par des infirmières et des médecins en soins palliatifs depuis des décennies. Des patients mourants rapportent voir des proches décédés venus les accueillir. Ces visions sont si communes qu'elles sont presque universelles parmi les patients en fin de vie. Ce qui est remarquable, c'est que les patients voient souvent des personnes dont ils ne savaient pas qu'elles étaient mortes. Un patient peut voir son frère décédé la veille, sans avoir été informé de ce décès. Comment le cerveau mourant peut-il produire l'hallucination d'une personne dont il ne sait pas qu'elle est morte? Encore plus étrange, il y a ce qu'on appelle les expériences de mort partagée. Ce sont des expériences dans lesquelles une personne en bonne santé, généralement au chevet d'un mourant, partage l'expérience de mort imminente du mourant. Elle voit la lumière, elle sent la présence de proches décédés, elle quitte son propre corps. Le docteur Raymond Moody, qui a inventé le terme « expérience de mort imminente », a documenté de nombreux cas de ce type. Ces expériences sont particulièrement difficiles à expliquer par des facteurs physiologiques. La personne qui partage l'expérience n'est pas mourante. Son cerveau fonctionne normalement. Il n'y a pas d'anoxie, pas de DMT, pas de cerveau défaillant. Et pourtant, elle vit la même expérience que le mourant, comme si la conscience, au moment de la mort, débordait au-delà du cerveau du mourant et touchait les personnes proches. Et puis, il y a les enfants qui se souviennent de vies antérieures. Le docteur Ian Stevenson, professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie, a consacré 40 ans de sa vie à l'étude scientifique rigoureuse de ce phénomène. Il a documenté plus de 2500 cas d'enfants, généralement âgés de 2 à 5 ans, qui rapportent des souvenirs détaillés d'une vie précédente. Ces enfants donnent des noms, des lieux, des détails spécifiques sur la vie d'une personne décédée qu'ils n'auraient aucun moyen de connaître. Et Stevenson vérifiait méticuleusement chaque détail, se rendant dans les villages, interrogeant les familles, croisant les informations. Dans de nombreux cas, les détails rapportés par les enfants ont été vérifiés comme correspondant exactement à la vie d'une personne décédée. Des enfants décrivent la maison où la personne vivait, les noms de ses proches, la façon dont elle est morte. Et dans certains des cas les plus extraordinaires, les enfants présentent des marques de naissance ou des malformations congénitales qui correspondent aux blessures qui ont causé la mort de la personne dont ils prétendent avoir les souvenirs. Un enfant qui se souvient d'avoir été tué par balle présente une marque de naissance à l'endroit exact où la balle est entrée. Les dossiers médicaux et les rapports d'autopsie confirment la correspondance. Comment la génétique peut-elle produire une marque de naissance qui correspond exactement à la blessure mortelle d'un étranger décédé? Le cas de James Leininger est peut-être le plus célèbre de ces cas dans le monde occidental. James est né en 1998 en Louisiane. À l'âge de 2 ans, il a commencé à avoir des cauchemars terrifiants dans lesquels il était piégé dans un avion en feu qui s'écrasait. Il criait « L'avion est en feu, le petit homme ne peut pas sortir ». Au fil du temps, James a fourni des détails extraordinairement spécifiques. Il a dit qu'il s'appelait James, que son avion avait décollé d'un bateau appelé Natoma et qu'il avait un ami nommé Jack Larsen. Le père de James, initialement sceptique, a enquêté. Il a découvert que l'USS Natoma Bay
était un porte-avions qui avait participé à la bataille d'Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. Un pilote nommé James Houston Jr. avait été tué quand son avion avait été abattu au-dessus d'Iwo Jima. Et Jack Larsen était un autre pilote sur le même porte-avions. James, un enfant de 2 ans au début du XXIe siècle, connaissait des détails précis sur un pilote de la Seconde Guerre mondiale dont personne dans sa famille n'avait jamais entendu parler. Le docteur Jim Tucker, qui a succédé au docteur Stevenson à l'Université de Virginie, continue cette recherche avec la même rigueur scientifique. Tucker a analysé statistiquement les cas et a montré que les correspondances entre les souvenirs des enfants et les vies des personnes décédées sont bien trop précises et trop fréquentes pour être expliquées par le hasard, la fraude ou la cryptomésie. Ces cas constituent peut-être la preuve la plus directe et la plus vérifiable que la conscience peut survivre à la mort du corps et réapparaître dans un nouveau cerveau. Comme si la conscience, cette information quantique indestructible, trouvait un nouveau récepteur après la destruction de l'ancien. Toutes ces preuves, les EMI avec perception véridique, la lucidité terminale, les visions au seuil de la mort, les expériences de mort partagées, les souvenirs de vie antérieure vérifiés, toutes ces preuves pointent dans la même direction. La conscience ne semble pas être produite par le cerveau. Elle semble exister indépendamment de lui. Elle semble persister après la mort du cerveau. Et si c'est le cas, alors la mort, telle que nous la concevons, pourrait ne pas être la fin de la conscience. Elle pourrait simplement être un changement d'état, comme l'eau qui se transforme en vapeur. La substance reste la même. Seule la forme change. Mais ne nous arrêtons pas aux preuves médicales et neurologiques. Élargissons notre regard et tournons-nous vers le cosmos. Parce que l'univers lui-même a des choses extraordinaires à nous dire sur la nature de la conscience et sa place dans le schéma général de la réalité. Et ce que l'univers nous dit est peut-être encore plus stupéfiant que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Commençons par l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie, le réglage fin de l'univers. L'univers semble être réglé avec une précision absurde pour permettre l'existence de la vie consciente. Les constantes fondamentales de la physique, ces nombres qui déterminent la force de la gravité, la force de l'interaction nucléaire forte, la masse des particules élémentaires, la constante cosmologique, ces nombres semblent être exactement, précisément, parfaitement ajustés pour permettre l'existence d'atomes, de molécules, d'étoiles, de planètes et, finalement, d'êtres conscients. Changer l'une de ces constantes, même infinitésimalement, et l'univers tel que nous le connaissons ne pourrait pas exister. Si la force nucléaire forte était ne serait-ce que 2% plus faible, les protons ne pourraient pas se lier aux neutrons, et il n'y aurait pas d'atomes au-delà de l'hydrogène. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de vie. Si elle était légèrement plus forte, tous les protons seraient liés en paires. Il n'y aurait pas d'hydrogène, pas d'eau, pas d'étoiles à longue durée de vie. Si la constante gravitationnelle était très légèrement différente, soit l'univers se serait effondré sur lui-même immédiatement après le Big Bang, soit il se serait dispersé si rapidement qu'aucune étoile, aucune galaxie, aucune planète n'aurait jamais pu se former. La constante cosmologique, la quantité d'énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers, doit avoir une valeur extraordinairement précise. Si elle était un tout petit peu plus grande, l'univers se serait dilaté si vite que rien n'aurait pu se former. Si elle était un tout petit peu plus petite,
l'univers se serait effondré. La précision requise est de l'ordre de 1 sur 10 puissance 123. C'est un nombre si astronomiquement improbable que nous n'avons même pas de mots pour le décrire. C'est comme si vous lanciez une fléchette au hasard dans un univers de la taille de l'univers observable et que vous touchiez un atome spécifique du premier coup. Roger Penrose a calculé la probabilité que l'état initial de l'univers, au moment du Big Bang, soit exactement celui qu'il fallait pour produire un univers comme le nôtre. Le nombre qu'il a obtenu est 1 sur 10 puissance 123. C'est un nombre si absurdement grand qu'il est littéralement impossible à conceptualiser. Si vous écriviez un 0 sur chaque particule élémentaire de l'univers, vous n'auriez pas assez de particules pour écrire ce nombre. La probabilité que l'univers soit exactement comme il est par pur hasard est essentiellement 0. Ce n'est pas une question de foi ou de religion. C'est de la mathématique pure. Et cela pose une question vertigineuse. Pourquoi ? Le principe anthropique est la tentative de la physique de répondre à cette question. La version faible du principe anthropique dit simplement que nous ne pouvons observer qu'un univers qui est compatible avec notre existence. Si l'univers n'était pas réglé pour la vie consciente, nous ne serions pas là pour nous en étonner. C'est logiquement vrai, mais pas très satisfaisant. C'est comme dire que la raison pour laquelle vous avez gagné à la loterie est que seuls les gagnants peuvent constater qu'ils ont gagné. La version forte du principe anthropique va beaucoup plus loin. Elle suggère que l'univers doit avoir les propriétés qui permettent le développement de la conscience. Que la conscience n'est pas un accident heureux dans un univers indifférent, mais est en quelque sorte le but, la raison d'être de l'univers. Que l'univers existe pour être observé et que des observateurs conscients doivent nécessairement émerger. Le physicien John Wheeler, dont nous avons déjà parlé, croyait en une version encore plus radicale. Pour Wheeler, l'univers et la conscience se créent mutuellement dans une boucle autoréférentielle. L'univers crée les conditions pour l'émergence de la conscience, et la conscience, par l'acte d'observation, crée rétroactivement l'univers. C'est une causalité circulaire qui défie notre conception linéaire du temps, mais qui est parfaitement cohérente avec ce que la physique quantique nous dit sur la relation entre l'observation et la réalité. Si Wheeler avait raison, alors la conscience n'est pas simplement un produit de l'univers. Elle est un participant actif dans sa création. Elle est aussi nécessaire à l'existence de l'univers que la matière et l'énergie. Sans conscience, pas d'univers. Sans univers, pas de conscience. Les deux sont inséparables, mutuellement dépendants, éternellement liés. Le docteur Robert Lanza, un biologiste et médecin qui a été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time, a poussé cette idée encore plus loin avec sa théorie du biocentrisme. Le biocentrisme propose que la conscience est le fondement de la réalité, pas la matière. Selon Lanza, la physique traditionnelle a tout inversé. Nous pensons que l'univers a existé en premier et que la conscience est apparue plus tard comme un sous-produit. Mais le biocentrisme dit le contraire. La conscience est primaire. L'univers physique est secondaire. La matière, l'espace et le temps n'existent pas indépendamment de la conscience qui les observe. Ils sont des constructions de la conscience, des outils que la conscience utilise pour organiser son expérience. Lanza articule sa théorie autour de 7 principes. Premier principe, ce que nous percevons comme la réalité
est un processus qui implique la conscience. Deuxième principe, nos perceptions externes et internes sont inextricablement liées. Troisième principe, le comportement des particules subatomiques est inextricablement lié à la présence d'un observateur conscient. Quatrième principe, sans conscience, la matière n'existe que dans un état indéterminé de probabilité. Cinquième principe, la structure de l'univers ne peut être expliquée que par le biocentrisme. Sixième principe, le temps n'a pas d'existence réelle en dehors de la perception consciente. Septième principe, l'espace, comme le temps, n'est pas un objet mais un outil de la compréhension consciente. Si le biocentrisme est correct, alors la mort est une illusion. Pas une illusion au sens figuré. Une illusion au sens littéral. La mort est un concept qui n'a de sens que dans le cadre de l'espace et du temps. Mais si l'espace et le temps sont des constructions de la conscience et non des réalités fondamentales, alors la mort, qui est un événement dans le temps et l'espace, n'est pas réelle. La conscience ne peut pas mourir parce que la mort n'existe pas en dehors de la conscience. C'est comme demander « Que se passe-t-il quand un rêveur meurt dans son rêve ?» Rien. Le rêveur se réveille. Le rêve se termine, mais le rêveur continue d'exister. Selon le biocentrisme, notre vie est comme un rêve, la mort est le réveil. Passons maintenant à une idée qui a capté l'imagination du monde entier et qui a des implications profondes pour la nature de la conscience, l'hypothèse de la simulation. En 2003, le philosophe Nick Bostrom de l'Université d'Oxford a publié un argument qui a fait trembler les fondations de notre compréhension de la réalité. L'argument de Bostrom est simple et logiquement implacable. Il repose sur 3 propositions, dont au moins une doit être vraie. Première proposition, les civilisations s'éteignent presque toujours avant d'atteindre le stade où elles peuvent créer des simulations suffisamment avancées pour contenir des êtres conscients. Deuxième proposition, les civilisations avancées n'ont aucun intérêt à créer de telles simulations. Troisième proposition, nous vivons presque certainement dans une simulation. Le raisonnement est le suivant. Si les civilisations survivent et si elles créent des simulations, alors le nombre de simulations sera astronomiquement plus grand que le nombre de réalités de base. Pour chaque civilisation réelle, il y aurait des millions, des milliards de simulations. Statistiquement, il serait alors presque certain que nous nous trouvons dans une simulation plutôt que dans la réalité de base. Nous serions des êtres simulés dans un univers simulé. Elon Musk a résumé cet argument en disant que la probabilité que nous vivions dans la réalité de base est de 1 sur des milliards. Si nous vivons dans une simulation, alors la conscience n'est définitivement pas physique. La physique elle-même serait un code, un programme, un ensemble de règles calculées par un ordinateur quelque part dans la réalité de base. Et la conscience, notre conscience, serait un processus d'information dans cette simulation. Elle ne serait pas dépendante de la matière physique, parce qu'il n'y aurait pas de matière physique au sens traditionnel. Tout serait information. Et l'information, comme nous l'avons vu, ne peut pas être détruite. Il y a même des indices troublants que notre univers pourrait effectivement être une simulation. La mécanique quantique, avec ses comportements étranges aux échelles subatomiques, ressemble beaucoup à une optimisation de rendu. Les jeux vidéo ne rendent en détail que ce que le joueur regarde. Le reste est maintenu dans un état flou et indéterminé pour économiser de la puissance de calcul. De la même façon, les particules quantiques n'ont pas de propriétés définies
tant qu'elles ne sont pas observées. Elles restent dans un état de superposition, un état flou et indéterminé, jusqu'à ce qu'un observateur les regarde. C'est exactement ce que ferait un ordinateur de simulation, ne calculer les détails que quand quelqu'un regarde. De plus, il semble y avoir une limite fondamentale à la résolution de l'univers. L'échelle de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres, est la plus petite distance physiquement significative. En dessous de cette échelle, l'espace lui-même perd son sens. C'est comme la taille d'un pixel dans un jeu vidéo. Vous ne pouvez pas zoomer plus que la résolution du pixel. L'univers semble avoir une résolution maximale, ce qui est exactement ce qu'on attendrait d'une simulation. Mais quelle que soit notre opinion sur l'hypothèse de la simulation, elle soulève une question philosophique profonde que nous devons aborder, le problème du zombie philosophique. Un zombie philosophique est un être hypothétique qui est physiquement identique à un être humain en tout point, atome pour atome, neurone pour neurone, mais qui n'a aucune conscience subjective. Il se comporte exactement comme un être humain. Il parle, il rit, il pleure, il dit qu'il est conscient. Mais il n'y a rien que cela fait d'être lui. Il n'y a pas de lumière intérieure, pas d'expérience, pas de subjectivité, juste un automate parfait. La question est, un zombie philosophique est-il possible? Si oui, alors la conscience n'est pas simplement le résultat de l'arrangement physique de la matière. Deux arrangements identiques de matière pourraient produire des résultats différents, l'un avec conscience, l'autre sans. La conscience serait alors quelque chose de supplémentaire, quelque chose au-delà de la physique. Si un zombie philosophique est impossible, si toute copie physiquement identique d'un être humain serait nécessairement consciente, alors la conscience est en quelque sorte intrinsèque à la matière elle-même, ce qui nous amène directement au panpsychisme. Le panpsychisme est l'idée que la conscience est une propriété fondamentale de toute matière, pas seulement des cerveaux, de toute matière. Chaque électron, chaque quark, chaque atome possède un minuscule degré de conscience, une micro-expérience, un proto-ressenti infinitésimalement petit. Les cerveaux humains ne créent pas la conscience à partir de rien. Ils organisent et intègrent les micro-consciences de milliards d'atomes en une macro-conscience unifiée, l'expérience riche et complexe que vous vivez en ce moment. Cette idée peut sembler folle, mais elle est prise de plus en plus au sérieux par certains des plus brillants philosophes et scientifiques du monde. Philip Goff, professeur de philosophie à l'université de Durham, est l'un des défenseurs les plus articulés du panpsychisme. Goff argue que le panpsychisme est en fait la position la plus simple et la plus élégante. Le matérialisme ne peut pas expliquer comment la conscience émerge de la matière inconsciente. C'est le problème difficile de Chalmers. Le dualisme postule deux types de substances fondamentalement différentes, ce qui est compliqué et pose le problème de l'interaction. Le panpsychisme propose une seule substance qui a des aspects physiques et des aspects expérientiels. La physique décrit le comportement extérieur de la matière. La conscience est l'aspect intérieur de la matière. Il n'y a pas de mystère sur la façon dont la conscience émerge de la matière, parce qu'elle n'émerge pas. Elle est là depuis le début. Et voici le point crucial pour notre question. Si le panpsychisme est vrai, alors la conscience est aussi fondamentale et aussi indestructible que la matière et l'énergie. Elle ne peut pas être créée et elle ne peut pas être détruite. Elle peut seulement changer de forme, se réorganiser, se recombiner. Quand vous mourrez,
la conscience qui constituait votre expérience ne disparaît pas. Elle se désagrège et se réorganise, comme les atomes de votre corps se désagrègent et se réorganisent pour devenir partie d'autre chose. La conscience, comme la matière, est éternelle. La théorie de l'information intégrée de Tononi, dont nous avons parlé plus tôt, a une implication panpsychiste naturelle. Si la conscience est identique à l'information intégrée, et si même les systèmes les plus simples intègrent une quantité non nulle d'informations, alors même les systèmes les plus simples sont conscients à un degré minuscule mais non nul. Un thermostat intègre de l'information. Il mesure la température et ajuste le chauffage en fonction. Selon l'IIT, un thermostat a une conscience infinitésimale. Un atome qui interagit avec d'autres atomes et ajuste son état en fonction, a une conscience encore plus infinitésimale. L'univers entier est imprégné de conscience à des degrés divers. Il y a une variante du panpsychisme qui est encore plus radicale et encore plus fascinante, le cosmopsychisme. Le cosmopsychisme inverse la direction. Au lieu de dire que les petites parties de l'univers ont de petites consciences qui se combinent pour former de grandes consciences, le cosmopsychisme dit que l'univers entier est une seule conscience et que nos consciences individuelles sont des fragments de cette conscience universelle. L'univers ne contient pas des milliards de consciences séparées. L'univers est une seule conscience qui se fragmente en milliards d'expériences individuelles. Vous n'êtes pas un être séparé qui regarde l'univers. Vous êtes l'univers qui se regarde lui-même. Vous êtes un point de vue particulier de la conscience cosmique, une perspective unique à travers laquelle l'univers se contemple. Si le cosmopsychisme est vrai, alors la mort est littéralement impossible pour la conscience. Quand votre corps meurt, votre perspective particulière se dissout, mais la conscience universelle, dont vous êtes un fragment, continue d'exister. C'est comme une vague dans l'océan. La vague est une forme temporaire que prend l'eau. Quand la vague se brise sur le rivage, la vague disparaît, mais l'eau ne disparaît pas. L'eau est toujours là. Elle formera d'autres vagues. Vous êtes une vague dans l'océan de la conscience. Quand vous vous brisez, l'océan continue. Et puis, il y a le problème de Boltzmann, l'un des paradoxes les plus troublants de la cosmologie. Ludwig Boltzmann, le grand physicien du XIXe siècle, a réalisé que si l'univers dure suffisamment longtemps, les fluctuations quantiques aléatoires finiront par produire tout ce qui est physiquement possible, y compris un cerveau conscient flottant seul dans l'espace vide, avec de faux souvenirs d'une fausse vie dans un faux univers. On appelle cette entité hypothétique un cerveau de Boltzmann. Et voici le paradoxe. Si l'univers existe pour une durée suffisamment longue, voire infinie, le nombre de cerveaux de Boltzmann dépassera astronomiquement le nombre de cerveaux biologiques réels. Ce qui signifie que, statistiquement, il est beaucoup plus probable que vous soyez un cerveau de Boltzmann, une fluctuation quantique aléatoire avec de faux souvenirs, qu'un être humain réel qui a évolué sur une vraie planète. Le physicien Sean Carroll a exploré ce paradoxe en profondeur. Le problème de Boltzmann n'est pas juste une curiosité théorique. Il a des implications profondes pour notre compréhension de la conscience et de la réalité. Si la conscience peut émerger spontanément d'une fluctuation quantique aléatoire, cela signifie que la conscience est quelque chose de fondamental, quelque chose qui peut apparaître partout où les conditions sont réunies, même dans le vide de l'espace. La conscience
n'a pas besoin d'un cerveau biologique. Elle n'a pas besoin d'un corps. Elle n'a pas besoin d'une planète. Elle a juste besoin d'une configuration d'informations suffisamment intégrée. Et dans un univers infini, cette configuration apparaîtra encore et encore pour l'éternité. Si vous trouvez tout cela aussi vertigineux que moi, partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous aimeriez bouleverser les certitudes. Parce que nous allons maintenant entrer dans la partie la plus profonde de notre voyage. Nous allons explorer ce que la physique dit sur le temps, l'éternité et la possibilité que vous existiez pour toujours. Les théories deviennent plus audacieuses et les preuves deviennent plus fortes. Accrochez-vous bien. Pour comprendre comment la conscience pourrait être véritablement indestructible, nous devons confronter notre compréhension du temps. Parce que notre intuition quotidienne du temps est profondément, fondamentalement, radicalement fausse. Nous percevons le temps comme un flux, un courant qui nous emporte du passé vers le futur, moment par moment. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Seul le présent est réel. C'est notre expérience intuitive du temps. Et c'est complètement faux. Albert Einstein a démontré, avec sa théorie de la relativité restreinte, que le temps ne fonctionne pas du tout comme nous le percevons. L'une des implications les plus profondes de la relativité est qu'il n'existe pas de moment présent universel. Deux événements qui sont simultanés pour un observateur ne le sont pas nécessairement pour un autre observateur en mouvement par rapport au premier. La simultanéité est relative. Il n'y a pas de maintenant absolu qui s'appliquerait à tout l'univers. Les implications de cette découverte sont vertigineuses. Si le présent n'est pas le même pour tous les observateurs, alors on ne peut pas dire que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Car le présent de quelqu'un est le passé de quelqu'un d'autre et le futur d'un troisième. Si le présent est réel et si le présent d'un observateur correspond au passé ou au futur d'un autre observateur, alors le passé et le futur sont tout aussi réels que le présent. Ils existent autant que le présent. Ils sont simplement situés à un autre endroit dans la dimension temporelle.